Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, journée d'amour, journée de partage. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'amour de ma vie, ce qui remplit mon cœur chaque matin en me levant et qui remplit mon cœur aussi tous les soirs en me couchant. Son nom, les 24 heures du Mans. En 100 ans d'histoire, le circuit de la Sarthe et les 24 heures du Mans ont vu rouler des milliers de voitures. Chacun a ses préférés et chacun a ses détestés. Et aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, je vais vous présenter les 10 voitures qui m'ont le plus marqué sur cette épreuve. Je vais vous donner aussi un peu leur palmarès et un peu leur histoire. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bon, déjà, quels sont les critères pour aimer une voiture de course? Pour moi, il y a 3 critères qui font qu'on aime ou qu'on déteste une voiture de course. Sa livrée, son design et son bruit. Ça a été très compliqué pour moi de prendre que seulement 10 voitures. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin, on aura des petites mentions honorables un peu spéciales, vous verrez. Avant toute chose, vu que c'est un classement subjectif, je vais vous donner un peu de contexte de comment j'ai aimé les 24 heures du Mans. Mes toutes premières 24 heures sont celles de 2009, avec la dernière victoire française au Mans, et celle de la Peugeot 908 HDI FAP. Et j'avais 10 ans. J'ai donc grandi avec les LMP1 et ces machines de fou jusqu'à aujourd'hui avec les hypercars. Cela fait au final très peu de temps que je m'intéresse vraiment à l'histoire des 24 heures du Mans, je dirais depuis le début du confinement. C'est pour cela qu'il y a très peu d'anciennes voitures qui finissent dans ce top. Sur les 10 voitures sélectionnées, il y a 6 voitures que j'ai réellement vues rouler et il y en a 4 qui appartiennent au passé, donc avant 2009. Alors commençons sans plus tarder. Numéro 10, la Mercedes-Benz CLR. Il s'agit sûrement l'une des voitures les plus iconiques de la marque allemande. La CLR répond au règlement LMGTP qui a été mis en place à la toute fin des années 90, qui a vu des éditions folles de 1998 et 1999. La Mercedes-Benz CLR est une machine de destruction qui avait pour objectif simple remporter le championnat FIA GT de l'époque, qui est l'ancêtre du WEC, et les 24 heures du Mans. C'est sa grande sœur, la CLK LM, qui participe à l'édition 98. Elle fera même la pole, mais les 2 voitures inscrites abandonneront en moins de 2 heures. C'est une humiliation, alors qu'elles étaient les favorites. En 1999, Mercedes est invitée pour les 24 heures du Mans, car ils ont gagné le championnat FIA GT en 1998. Et pour cela, ils amènent une évolution à la CLK LM, la CLR. Et mon dieu, quel design exceptionnel! Ligne ultra reconnaissable de la marque et ultra agressive. Couleur argentée représentant bien la marque allemande. Bref, design parfait. Je l'adore. J'avais un poster de cette voiture quand j'étais plus jeune et clairement, c'est une énorme masterclass. Et en 1999, qu'est-ce qu'elles font comme performance les CLR? Eh bien, c'est pas mal vu que les voitures vont aussi vite que des avions de chasse. Mais littéralement. La CLR est connue pour être la voiture qui s'est envolée plusieurs fois sur les lignes droites du circuit. La première des 3 pendant les essais, et la voiture est out pour la course. Et pendant la course au crépuscule, une deuxième s'envole. On retire alors la 3e pour éviter plus de danger, même si les pilotes n'ont aucune séquelle physique des accidents, ce qui est miraculeux. Bref, la CLR, voiture aussi mythique que belle, et en plus, elle représente la plus belle année qui est 99, l'année de ma naissance. Numéro 9. La Bentley Speed 8 Evo. Durant les années 2000, Audi a dominé le monde de l'endurance. Entre 2000 et 2009 compris, Audi n'a perdu que 2 fois, en 2009 face à Peugeot et en 2003 face à Bentley. Même si en vrai, c'est pas vraiment une Bentley. En 1998, Bentley est une marque vieillissante, très vieillissante, et perd beaucoup d'argent. C'est cette même année que la marque britannique se fait racheter par l'ogre Volkswagen. On envisage alors de redonner de l'or à cette marque de folie. Bentley est l'un des piliers de l'automobile et du sport automobile. Dans les années 20 et les années 30, Bentley gagne partout. En 1998, Bentley est le 4e constructeur le plus victorieux en Sarthe, avec 5 victoires, 1924, 1927, 1928, 1929 et 1930. Donc l'objectif est de redonner au monde cette image de folie et donc de participer à nouveau aux 24 heures du Mans. En 1999, le groupe Volkswagen s'engage aux 24 heures du Mans avec Audi sous 2 identités différentes. Un prototype ouvert, la R8R, et un prototype fermé, la R8C. Il y a 2 voitures pour chaque modèle, ce qui fait un total de 4 voitures, et selon le résultat de 1999, on prendra un seul des modèles pour l'adapter et le transformer en monstre pour les années à venir. En 1999, les 2 R8R finissent 3e et 4e du général. On garde donc la base du modèle ouvert pour la suite, et la R8 connaîtra le succès qu'elle a eu dans les années 2000. Mais quel est le rapport avec Bentley dans l'histoire? Eh bien, le modèle R8C, il était un peu moins bon que le R8R, mais c'était quand même une bonne base. On a donc donné le projet R8C à Bentley pour les faire intégrer à nouveau les 24 heures du Mans. En 2001, le premier modèle Speed 8 apparaît, et ils engagent 2 voitures. La première finit
fini 3ème du général et l'autre a abandonné. En 2002, même voiture, mais qu'une seule cette fois. Et elle finira 4ème, au pied du podium. Et en 2003, la voiture a connu une évolution. Peter Elleray, l'ingénieur derrière cette voiture, dira que son inspiration vient des Peugeot 905. La voiture est visuellement monstrueuse. La livrée est très simple, mais le racing green et le liseré argenté rendent trop bien. L'aileron arrière est plus monstrueux qu'une chambre universitaire et la voiture fonctionne très, voire trop bien. Elle gagne les 24 heures du Mans 2003 et signe même le doublé face aux R8 qui sont impuissantes. On ne verra plus jamais Bentley aux 24 heures du Mans, ce qui est vraiment dommage à partir de 2003. La voiture par contre, elle, est au musée des 24 heures du Mans et à chaque fois que je la vois, je suis vraiment heureux. Numéro 8, la BR Engineering BR1 de Dragon Speed. Comment cette voiture peut se retrouver devant la Speed 8 et la CLR? En vrai, je sais pas, mais clairement, je l'adore. En 2018, Toyota se retrouve seul au monde en LMP1, depuis les départs d'Audi et de Porsche, respectivement en 2016 et 2017. Pour cela, la CO a fait appel à des constructeurs LMP2 pour créer des machines de guerre pour créer une fausse concurrence au Toyota. Le premier constructeur, Oreca, a fait une énorme évolution de la 07 en partenariat avec Rebellion pour créer la Rebellion R13. Et de l'autre côté, Dallara a fait évoluer sa P217 en BR1 Engineering. Ah oui, il y avait Ginetta aussi, mais elles étaient ridicules, donc on s'en fout. Je préfère de loin la BR01 à la R13, car ses formes sont un peu plus folles, et j'adore les phares. Vraiment, j'adore les phares. Il y a des jeux de lumière intéressants, et le fait qu'on retrouve le B et le R dans le design, que ce soit en miroir d'un côté et en normal de l'autre, c'est exceptionnel. SMP est un team russe de course qui a été le premier à dire « J'engage des BR01 pour les 24 heures du Mans ». Même Jenson Button roulera dans cette voiture d'ailleurs. Mais un autre team engagea cette voiture sur la grille du Mans, et c'est le team Dragon Speed. Alors déjà que j'adorais les livrets du team quand ils étaient en LMP2, alors vous pouvez pas imaginer à quel point sur une BR01, ça rendait trop bien. C'était ma préférée. Le problème c'est que cette voiture, on l'a pas beaucoup vue. Elle a pas beaucoup roulé parce qu'elle avait beaucoup de fiabilité, que ce soit pendant les séances d'essai ou pendant la course. Elle a d'ailleurs abandonné en 2018 sous un crash assez impressionnant. En 2019, la voiture revient, mais avec une livrée Gulf. Truc de fou. Elle est encore plus belle qu'avant, c'est une dinguerie. Mais sur la piste, c'est le même scénario qu'en 2018. C'est vraiment dommage. Peu de fiabilité et un abandon à la fin. Quelle tristesse. Cette voiture, je pense, va rester dans les oubliettes de l'histoire des 24 heures du Mans, mais dans mon cœur, ce sera toujours l'une de mes préférées. Numéro 7, la Porsche 911 RSR Pink Pig. Bien sûr, au Mans, il n'y a pas que des prototypes, il y a aussi des GT qui roulent pendant la course et qui ont leur propre course. Et il y en a quelques-unes qui sont ultra marquantes. J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais pas très fan des Porsche 911 GT, je les trouvais très rondes, très bizarres, enfin, j'étais vraiment pas trop fan. Mais c'est avec le temps et la maturité que j'ai appris à connaître Porsche et à aimer Porsche. L'élément déclencheur, c'est surtout la 911 RSR qui a remporté les 24 heures du Mans 2018 en GTE Pro avec la livrée Pink Pig. Déjà, la nouvelle 911 en 2017 avait des lignes plus agressives et moins rondes que ses prédécesseurs. Donc ça, j'aime. Mais surtout, le bruit de ce moteur est exceptionnel. Donc déjà, rien qu'en 2017, Porsche remonte énormément dans mon estime. En 2018, pour les 70 ans de la marque, Porsche a fait 2 livrées spéciales pour ses voitures officielles. La première, la Rothmans, représente les livrées des Porsche 956 et 962 victorieuses dans les années 80. Et la deuxième fait référence à la Porsche 917-20 de 1971, à la livrée en forme de découpe de cochon qu'on trouve dans les charcuteries du monde entier. La livrée est la plus originale de toutes et j'en suis amoureux. En plus, c'est la GT qui a gagné la catégorie GTE Pro cette année-là. C'est quand même exceptionnel. Si vous voulez plus de détails sur la Pink Pig, je vous conseille cette vidéo que j'ai faite sur les voitures qui manquaient au musée des 24 heures du Mans pendant l'exposition du centenaire. N'hésitez pas à aller la voir. Numéro 6. La Corvette C7R. Depuis mes premières 24 heures du Mans, mes GT préférés, c'est les Corvettes. Mon histoire d'amour pour Corvette a commencé avec la Z06 qui était déjà incroyable, que ce soit visuellement mais aussi d'un point de vue auditif, quel bonheur. Mais en 2014, Chevrolet arrive avec la C7R. Oh mon dieu, cette voiture, c'est littéralement ma voiture de série préférée, genre de tous les temps. La livrée est très simple, mais ce jaune est tellement efficace que bon, pourquoi changer? En 2014, les 2 Corvettes C7R officielles finissent P2 et P4 du GTE Pro, ce qui est vraiment pas dégueu pour une première course. En 2015, l'une des deux ne participera pas à cause d'un accident qui a eu lieu pendant les essais, mais l'autre a gagné la catégorie, donc première victoire. Malheureusement, ce sera la seule. En 2016, la mieux classée finira 7ème
et l'autre devra abandonner à cause d'un crash assez spectaculaire. En 2017, la mieux classée finira 3ème alors qu'elle menait à un tour de la fin. 2018, c'est une P4 pour Corvette et en 2019, pour sa dernière, ce sera en meilleure place une 8ème place alors qu'elle se battait pour la victoire. Mais elle a enchaîné les problèmes à la fin de la course. Dommage. En 6 participations, la Corvette C7R aura gagné une seule fois et monté une seule autre fois sur le podium. Le palmarès pour une Corvette n'est pas si fou, mais ça reste quand même pas mal. Maintenant, j'aime beaucoup la C8R, c'est vrai, mais bon, le bruit n'est plus le même, donc ça change tout. Même s'il est très bien, attention, mais bon, le bruit américain me manque énormément. Mais bon, je crois que General Motors a compris que le bruit d'américain des 24 heures du Mans manquait. Du coup, ils y ont remédié. Numéro 5, la Cadillac V-Series R. Bon, parlons de cette voiture qui risque de devenir très iconique dans le futur. La Cadillac V-Series R est la plus belle des LMDH que Le Mans ait connue pour l'instant. Elle est pure, élégante, je suis ultra fan. Avant cette voiture, Cadillac n'a fait Le Mans que très rarement. Il y a bien sûr la Cadillac Le Monstre en 1950, aujourd'hui iconique, mais aussi en 2000, 2001 et 2002 avec sa North Star LMP. Mais la voiture était très mauvaise. Cadillac est donc restée aux États-Unis en IMSA pour le reste des compétitions et à la fin des années 2010, elle engage un prototype en IMSA et gagne à plusieurs reprises le championnat, les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. Donc Cadillac en prototype, c'est ultra solide. Mais quand le règlement Hypercar et surtout LMDH est annoncé, c'était le moment pour la marque de Détroit de revenir avec cette voiture magnifique. Mais en vrai, est-ce que c'est pour la livrée qu'on aime cette voiture? En vrai, oui. Parce que la voiture est ultra élégante, elle est ultra stylée et elle est ultra belle. Mais ce qui est marquant avec cette voiture, c'est surtout son bruit de ce V8 atmosphérique hybride. C'est exceptionnel. À chaque fois que l'une des 3 Cadillac passait devant moi, c'était un chamboulement complet. C'était limite plus puissant que les Corvettes de l'époque. C'était vraiment impressionnant. En plus de ça, la voiture numéro 2 monte sur le podium et la numéro 3 finit en 4ème place. La 311 a eu ce fameux accident au début de course, mais sinon elle a roulé comme une bête pour remonter. Elle est d'ailleurs la voiture qui a signé le meilleur tour derrière les Ferrari et les Toyota. Donc ce n'est pas rien. Je veux voir plus de Cadillac dans le futur, s'il vous plaît. Vivement le reveal des 24 heures du Mans 2024 pour qu'on puisse avoir encore une fois 3 Cadillac qui roulent sur la piste, s'il vous plaît. Mais en vrai, j'ai dit que la V-Series R était ma LMDH préférée, car en effet, ce n'est pas mon hypercar préféré. Numéro 4, la Peugeot 9X8. Quand j'ai découvert les 24 heures du Mans, j'ai tout de suite été amoureux de Peugeot. Parce que déjà, vive la France, mais surtout parce que c'était les favorites. Et quand on commence quelque chose, on aime toujours les favorites. Mais quand la marque au Lyon a quitté Le Mans, j'étais triste, car je perdais la marque que je supportais. Mais quand en 2020, Peugeot annonce ce retour en catégorie hypercar, clairement je suis l'homme le plus heureux de chez Heureux. Mais j'étais encore plus heureux quand le 6 juillet 2021, ils annoncent et dévoilent le visuel de leur voiture, la Peugeot 9X8. Je crois que personne ici n'était prêt pour cette masterclass visuelle. Courbe agressive, phare avant et arrière ultra reconnaissable, livrée simpliste mais agressive aussi, et surtout pas d'aileron arrière. C'est le design de voiture de course le plus original et exceptionnel que l'on ait vu de ces 20 dernières années. Par contre, la voiture fonctionne pas tip top. Elle a peu de performance et surtout, elle a pas beaucoup de fiabilité. Normal vu que le projet est assez révolutionnaire. Personne n'avait d'espoir pour Le Mans, même s'ils ont ramené une livrée spéciale qui est franchement très réussie. Et pourtant, la Peugeot a surpris tout le monde avec son rythme sous la pluie exceptionnel, mais aussi qu'elle ait mené la course à plusieurs reprises, avant les déboires en fin de nuit et début de matinée. Cette année, la voiture va venir avec un aileron arrière. C'est dommage pour le concept de base, mais si jamais ça permet à la voiture d'être performance, moi je dis oui. Si la 9X8 gagne Le Mans, clairement ça va devenir l'une de mes voitures préférées et elle risque de monter sur le podium. Mais pour l'instant, le top 3, pour moi, c'est intouchable. Numéro 3, la Mazda 787B. Dans les années 80, Le Mans connaît un succès monstrueux grâce aux voitures du groupe C. Les Porsche 956, les Sauber C9, les Jaguar XJR, qui sont iconiques. Mais lors de la dernière course des groupes C en 1991, tout le monde veut gagner la course parce qu'ils savent que ce sera la dernière. Mais le problème, c'est qu'elles ont toutes souffert de fiabilité, sauf une, la Mazda 787B. Mazda est au Mans depuis quelques années déjà, mais n'a jamais eu de véritable bonne performance depuis ses débuts en groupe C, en 1983. En même temps, ils voulaient mettre en avant leur propre technologie de moteur, le moteur rotatif. Pour faire simple, à l'inverse des moteurs à piston qui composent 99,9% des voitures de course, le moteur rotatif ou Wankel utilise un piston rotatif. Pour cela, nous avons une chambre avec un rotor en forme triangulaire qui va venir se coller aux différentes parois, ce qui fait qu'il y a 3 chambres d'air avec 3 explosions dans un cycle complet. L'avantage, c'est que le moteur est plus petit, plus léger et surtout a beaucoup plus de rendement que le moteur à piston classique. Mais par contre, le problème, c'est que de une, ça consomme énormément, et de deux,
c'est pas fiable du tout. Si en plus on ajoute à ça que le Mazda au Mans c'est vraiment des performances pas terribles, c'est un peu compliqué pour cette voiture. Mais en 1991, les planètes se sont alignées et Mazda offre la première victoire au Mans pour le Japon. Si on ajoute à ça une livrée verte et orange iconique aux couleurs d'un styliste local du Japon, tout est fait pour que cette voiture soit iconique. Mais toute la magie de cette voiture réside dans une seule chose. Si jamais les 24 heures du Mans doivent garder qu'un seul bruit de voiture de toute son histoire, c'est bien celui de la Mazda 787. Quelle musique de fou! Taylor Swift à côté, c'est du pipi de chat. Numéro 2, la Ferrari 330 P4. Ah là là, Ferrari, est-ce qu'il y a une marque automobile plus iconique que celle-là? Clairement, je ne pense pas. Les voitures rouges ont toujours marqué l'histoire du Mans. Entre 1949 et 1965, la marque au cheval cabré gagnera 9 fois, et même une 10e fois l'année dernière, sans compter toutes les victoires de classe que la marque a remportées avec ses voitures GT. En 1966, Ferrari possède un véritable concurrent, la Ford GT40. L'une, si ce n'est la plus folle des rivalités du sport auto. Ça a même donné l'idée d'un film hollywoodien, Le Mans 66, que je vous conseille fortement. Du coup, pour prendre sa revanche après sa défaite en 1966, Ferrari doit vraiment se préparer et faire une voiture exceptionnelle. Le Mans 1967 est d'ailleurs iconique et mérite sa suite et mérite son film également. Ce serait une bonne idée d'ailleurs. Et l'arme d'Enzo Ferrari pour conquérir Le Mans à nouveau face au Ford GT40 en 1967, c'est la Ferrari 330 P4. Regardez-moi ce bijou. Déjà que moi j'adore les voitures des années 50 et 60, mais alors là, je ne vois pas comment on ne peut pas trouver que cette voiture est un chef-d'œuvre. Mais comme en 1966, Ferrari ne peut pas lutter face au monstre américain. Et deux des trois 330 P4 finissent 2e et 3e, derrière une Ford GT40. Il ne leur manquait vraiment pas grand-chose. L'histoire de cette Ferrari n'a pas vraiment commencé aux 24 heures du Mans. Elle a commencé quelques mois plus tôt aux 24 heures de Daytona. En 1967, Ferrari s'engage avec la 330 P4 aux 24 heures de Daytona et gagnera sur les terres de Ford pour prendre sa revanche sur Le Mans 66. C'était une humiliation et aussi un message fort pour les 24 heures du Mans. Mais ça n'a pas suffi. En tout cas, l'édition 67 des 24 heures de Daytona et des 24 heures du Mans sont iconiques et la 330 P4 est l'une des raisons de ce succès. Bon, avant de passer au numéro 1, on va passer aux mentions honorables. Et ce que j'ai fait, c'est que chaque année que j'ai vécu des 24 heures du Mans, donc de 2009 à 2023, j'ai sélectionné une voiture qui m'a marqué, hors celles qui sont déjà dans Stop. Vous êtes prêts? C'est parti. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut parler du numéro 1 qui, je pense, sera indétrônable car c'est la voiture qui m'a fait adorer le sport automobile. Numéro 1, l'Audi R18. Quand Peugeot est parti du sport en 2012, il fallait faire un choix sur qui supporter entre Audi et Toyota. Et clairement, le choix a été vite fait. Parce que entre une voiture assez dégueulasse et une masterclass, le choix est vite fait. Déjà en 2011, quand la R18 est officialisée, je tombe déjà sous son charme. Et si on prend en plus en compte la folie qui était l'édition 2011, je crois que ça augmente encore plus de son charme. C'est la première Audi depuis la R8C de 1999 qui est à cockpit fermé. Et clairement, les lignes sont incroyables de cette voiture et ce visuel de R18 est resté jusqu'en 2013. Ou d'ailleurs en 2012, la voiture est passée en moteur hybride et devient la première voiture hybride à gagner les 24 heures du Mans, sous le nom R18 e-tron Quattro. En 2014, la R18 subit sa première évolution de son histoire et le visuel comme la livrée a été amélioré. Je la trouve fabuleuse. Ce sera d'ailleurs la dernière victoire d'Audi au Mans cette année-là. En 2015, la R18 subit encore une évolution et c'est la version que j'aime le moins, même si je l'aime quand même énormément. Elle finira 3e en 2015 et pour sa dernière année en compétition, la R18 e-tron Quattro subira sa dernière évolution. Et alors là, mon dieu, c'est ma préférée de toutes. Le design est exceptionnel et la livrée noire et rouge sublime la voiture. J'ai jamais vu une voiture de course aussi belle de toute ma vie. Clairement, Audi, si jamais vous pouvez arrêter votre projet en F1 et revenir avec une LMDH, je vous en serai
très reconnaissant. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les voitures que vous aimez le plus aux 24 heures du Mans. Ça m'intéresse énormément de voir les goûts de chacun. Bien sûr, ce top est uniquement le mien car ce sont mon avis, mon point de vue subjectif. Mais clairement, moi je demande qu'une seule chose, c'est que ce classement change parce que je me serais plus intéressé à la course et à son passé et à son histoire qui fait que je découvre de nouvelles voitures que j'aime beaucoup, mais aussi par les futures voitures qui seront des masterclass visuelles et auditives. Je profite de cette journée d'amour pour vous dire merci beaucoup de me soutenir et de me suivre sur cette aventure sur YouTube. Ça me fait énormément chaud au cœur, surtout depuis que je suis revenu depuis début décembre. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément et j'espère que vous allez me continuer à suivre sur YouTube pour ces prochaines années, pour ces prochains moments, pour ces années historiques que l'on va vivre grâce aux 24 heures du Mans et à l'endurance en général. Donc, abonnez-vous, et partagez cette vidéo et partagez même les vidéos d'avant et les futures pour que cette communauté et cette chaîne grandissent. En tout cas, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Portez-vous bien. La bise.